Parlons du second mot, environnement, et du lien, alors à travers trois questions, comme pour le premier. Vous en discutez tout à l'heure. Alors c'est peut-être un peu exclusif à la France et qu'il a fallu un peu plus de temps, mais ce lien entre les deux mots, santé et environnement, qui somme toute, quand on regarde Ottawa ou qu'on regarde Rio et qu'on en analyse les textes, semble d'une complémentarité dans les lectures, les valeurs, Oui. les fondements, et à la fois, permettez-moi de dire que parfois, quand on associe ces deux mots, santé, environnement, on a encore fortement cette lecture du risque environnemental en santé. Il faut bien connaître l'histoire. Il faut vraiment bien connaître l'histoire pour comprendre la genèse de la relation. Et l'histoire est née aux États-Unis, comme beaucoup de choses, hein, alors qu'on a l'impression que beaucoup de choses se passent en Europe. Il y avait à la fois un mouvement de gens qui étaient issus du monde de la santé et du vivant, un mouvement qui combattait les essais nucléaires atmosphériques et qui avertissait contre, enfin qui essayait d'avertir le monde sur les retombées sanitaires potentielles, et en même temps une redécouverte de l'environnement. Et le meilleur exemple, c'est au travers du livre de Rachel Carson, hein, Silent Spring, qui n'est pas, je dirais, un livre d'une écologie radicale. Elle ne questionne pas l'utilisation des pesticides, elle questionne simplement le résultat, la conséquence, le fait qu'il n'y a plus d'oiseaux qui chantent. Et le croisement de ces deux mouvements, puisque Linus Pauwels a eu le prix Nobel en 61, le prix Nobel de la paix, un grand chimiste qui a eu le prix Nobel de la paix pour sa bataille contre les essais nucléaires atmosphériques, dont le moratoire a été signé la même année, 61. Disons, ces deux mouvements se sont rejoints et ont produit un texte qui est tout à fait remarquable. Il s'appelle le NEPA, National Environmental Policy Act, National Environmental Protection Act, qui pour la première fois a introduit la santé. Il dit que notre santé dépend de la santé de notre environnement. Et donc, finalement, les choses essentielles étaient dites. Les États-Unis ont mis en place un grand institut, ont investi dans un grand institut dans les sciences de santé environnementale. Et la question de la santé environnementale est arrivée en France simplement parce que Chirac avait participé à la réunion de Budapest, non, c'était Budapest ou Londres, 89, non, il avait participé à la réunion de 89 et il s'était engagé à faire un plan national santé-environnement. Et en 2003, juste avant le prochain cycle des rencontres interministérielles, comme il n'avait pas avancé encore il a missionné une commission très rapidement pour sortir un plan à présenter à la réunion de Budapest. Et donc, c'est la période 2003-2004. La notion d'environnement, comme on a pu le voir dans le mouvement environnementaliste de manière générale, c'est quelque chose que l'on protège, qui est un peu extérieur, qui n'a pas la même définition, qui n'a pas la définition globale de l'environnement qu'on a donnée à Einstein, qui disait l'environnement, c'est tout ce qui n'est pas moi. Donc la seule chose qu'il retirait de l'environnement, c'est les gènes, hein, ce qui nous définit sur le plan génétique. Et là, ça ouvre quand même beaucoup, beaucoup plus d'espace. Pour moi, la santé environnementale, c'est aussi les lieux de vie, ce n'est pas que la santé des écosystèmes, ce n'est pas que la qualité de l'air, ce n'est pas que le bruit ou la qualité de l'eau, c'est la fierté que je peux avoir de vivre dans un lieu que je trouve agréable. Et bien ça, c'est quelque chose de précieux et qui fait partie de la santé environnementale parce que c'est un des aspects de notre santé psychique ou psychosociale que l'on vise au travers de nos interventions. Donc voilà, la santé environnementale aujourd'hui, si vous prenez les différentes formations qui existent en France, vous allez voir qu'il y a autant de formations, il y a autant de philosophies, ou autant de manières d'aborder le sujet que de formations. Deuxième point, ce que j'appelle l'expérientiel de la nature ou de l'environnement. Je vais vous poser la question peut-être ancien constructeur de cabanes ou casseur de branches pour construire des cabanes, en lien peut-être avec un grand-père qui expliquait, en tout cas me concernant,
comment on pouvait construire des cabanes ou construire Mm. en nature. Le développement des sociétés, au moins des pays développés, a fait que ce rapport expérientiel à la nature et au pouvoir agir avec et pour la nature, Mm. c'est un peu délité. Peut-on encore imaginer avoir une conception globale, holistique, s'incluant en reliance avec l'environnement, en privant, Mm. et j'irai vers un exemple très concret, ce rapport, y compris en ville, après 40 ans d'esthétisme de la pelouse, on commence à imaginer remplacer des pelouses par des Mm. potagers, associant des plus jeunes, des moins jeunes, etc. Et revenir à cette place de l'expérientiel. Mm. Mais même la pelouse, tout simplement gérée de manière différente, avec une coupe qui n'est pas rase, avec des petites fleurs qui viennent enrichir la diversité de la pelouse, c'est une autre expérience que le gazon anglais. Donc, ah, mais il y a des degrés, ce que je veux dire dans ça, il y a des degrés. Ma réflexion personnelle, là, je fais une petite digression qui n'est pas tout à fait philosophique, mais c'est un enseignement de mon parcours. Je pense que le scientifique qui est au fait du fonctionnement du vivant, c'est-à-dire grosso modo tous les biologistes, ont un avantage par rapport à d'autres disciplines pour décortiquer un certain nombre de mécanismes, un certain nombre de relations qui peuvent exister dans tout ce qui nous entoure. Et j'ai l'impression que notre relation à la nature, de manière générale, a été profondément modifiée à partir de la sédentarisation des humains, donc c'est vieux. Et à un moment donné, si on raisonne finalement qu'est-ce que c'est que la sélection variétale des plantes cultivées par rapport à la sélection naturelle des plantes qui croissent dans la nature, l'homme a exactement été à l'encontre de la sélection naturelle. Donc il a initié un processus d'artificialisation dont on paye aujourd'hui un certain nombre d'excès. Et ces excès, on peut les voir dans cette déconnexion, par exemple, avec l'essence de ce qui est productif, la terre, que l'on ne respecte plus. Parce que on considère que finalement, on peut produire des légumes en serre, on peut, je dirais, tout artificialiser et tout industrialiser. Ce que je note, c'est la chose suivante, c'est que finalement les recherches un peu abstraites en santé publique nous ont montré dans les années récentes, quelle que soit la manière d'étudier ou le groupe concerné, ça peut être des expériences restauratives de patients, c'est-à-dire des malades auxquels on cherche à donner un bien-être pour qu'ils ne rechutent pas, ou alors des gens tout venant, qui ne sont pas malades, mais dont on cherche à apprécier l'effet sur la santé du contact avec la nature. Tous ces travaux-là montrent un impact du contact avec la nature sur des paramètres sanitaires qui sont tellement forts que quelque part, ça doit nous interroger. En 2010, il y a eu une évaluation monétaire, si vous voulez, des écosystèmes, donc un rapport national au Royaume-Uni. Et quand ça a été publié, je crois que c'est le Guardian qui avait ce grand titre, le contact avec la nature permet de réduire la consommation de soins de 300 livres par personne et par an. Et il n'y a pas une action de prévention qui a cet impact-là. Donc ça veut dire que même si on a 10 000 ans d'artificialisation de la nature derrière nous, même si on est arrivé à des environnements, je dirais, complètement bétonnés dans les villes, quelque part on garde cet attachement, ce contact, ce bénéfice du contact avec la nature qui nous remplit de je ne sais pas trop quoi. Je laisse aux psychologues ou aux professions qui interrogent l'esprit de trouver exactement quels sont les bons termes.
mais je constate que ça a un impact très important, que ce soit sur la mortalité, sur les maladies chroniques ou simplement sur la santé mentale. Donc, cette relation, comment on peut la retrouver et quel sens elle peut avoir? D'abord, je dois dire que c'est un sujet où les inégalités sociales, encore une fois, sont très prégnantes parce que ceux qui sont en déficit de contact avec la nature sont souvent les populations les plus défavorisées qui vivent dans les grands ensembles sociaux, etc., qui n'ont jamais vu vraiment une ferme, comment on élève un animal, ou n'ont pas eu une expérience de faire pousser les haricots en pot, etc. Donc c'est un sujet de la réduction des inégalités sociales en santé, puisque je l'ai introduit comme un sujet sanitaire. Et de ce point de vue-là, quand on me parle de jardin ou de potager, j'ai toujours tendance à penser à ce qui peut être fait en milieu urbain, en particulier dans un contexte de quartier défavorisé. Parce que je pense que le bobo, lui, il a la capacité aujourd'hui de lire et de trouver les moyens, d'adhérer à une AMAP, de trouver des solutions qui lui conviennent. Par contre, il y a toute cette masse un peu nombreuse qui n'a pas justement, qui n'a ni la connaissance, ni qui ne vient pas spontanément, qui ne recherche pas ce contact spontanément et qui bénéficierait énormément. Et là, on arrive à une solution qui n'est pas n'importe laquelle, c'est des jardins partagés. Et vous voyez que tout de suite, on glisse vers quelque chose qui est connoté. Parce que ce n'est pas un potager individuel. Et un jardin partagé, ça nécessite aussi une certaine cohésion sociale qui est liée au lieu, qui est liée à la communauté, aux gens qui y habitent et les valeurs qu'ils portent. Donc là, on est on réforme la société. On n'est pas simplement, c'est pas simplement le contact avec la nature. On retrouve une autre forme d'organisation du corps social, de relation entre les gens. Et le jardin communautaire est une manière d'aborder plus tard qu'on appelle le capital social, bien décrié par certains. Mais bon. Alors justement, c'est marrant parce que j'ai l'impression que vous illustrez cette démarche, cette approche communautaire en santé-environnement. C'est associé le pouvoir agir au cœur du vivant. Justement, alors, capital social, on va parler de ce mot qui, déjà, ces 10 compétences qui étaient déjà décrites par l'OMS, on appelle les compétences psychosociales, et surtout d'une qui m'a été encore soulevée l'autre fois quand je cherchais à dire vouloir, pouvoir et savoir agir. On m'a dit non, d'abord l'émotion. D'abord l'émotion au milieu de tout ça. L'émotion, c'est quand même un mot qui, autant dans le champ de la santé publique que dans le champ de l'environnement, est difficile à questionner. Les gens y voient une espèce de lecture peut-être un peu floue. Pourquoi les émotions sont-elles aussi importantes dans cette approche globale des deux approches? Les émotions permettent de se dégager de ce mythe de l'homme comme un animal rationnel. Là, on est dans le cartésianisme. Si quelqu'un m'appelle cartésien parce que j'estime réfléchir de manière rationnelle, parfois, pas tout le temps, je dis, moi, je ne t'ai pas insulté. Donc, pour moi, c'est vraiment une insulte parce que c'est donc une erreur fondamentale, philosophique certes, mais une croyance de Descartes qu'il a posée comme donc de cette rationalité qui nous distingue de quelque chose qui est plus machinal et qui est, je dirais, le modèle des animaux-machines qu'il présente dans son œuvre. Qu'est-ce que c'est que l'émotion? L'émotion, c'est si on raisonne du point de vue des neurosciences modernes, l'émotion, c'est quelque chose qui renforce une réaction face à une perception d'un signal de notre environnement. Parce que ça rend ce signal agréable, désagréable, dangereux, attractif, et ainsi de suite.
Et la difficulté que j'ai souvent avec, je dirais, le monde scientifique, c'est que il n'arrive pas à positionner l'émotion dans le fonctionnement normal de notre cerveau. Et quelque part, je ne sais pas si c'est notre culpabilisation judéo-chrétienne, enfin la culture judéo-chrétienne qui veut que surtout on ne laisse pas nos émotions s'exprimer et donc de les maîtriser. Mais quelque part, il est évident que quand on fait un choix, enfin je sais pas, il est évident, c'est déjà pas une bonne façon de s'exprimer, mais si on questionne nos propres tendances, on ne choisit pas quelque chose parce que c'est seulement le plus utile, l'économie de l'utilité, hein, mais parce que c'est aussi le plus agréable, celui qu'on connaît, celui qui nous parle, celui qui nous connecte avec notre passé socioculturel, etc. Si on veut aller jusqu'au bout, je citerai, comme je l'avais fait au téléphone, si vous prenez le livre d'Antonio Damasio sur l'erreur de Descartes, il explique très bien, mais c'est des choses assez fondamentales, que si on supprime l'accès aux émotions à n'importe quel sujet, puisqu'on connaît quand même, on a quelques notions d'où ça se trouve, d'où c'est géré, les gens subitement sont incapables de prendre des décisions, quel que soit le niveau d'information rationnelle que vous leur fournissez. Ce qui veut dire que, en quelque sorte, l'émotion est une chose qui facilite le choix, qui facilite la réaction que l'on peut avoir face à un stimulus que l'on perçoit de l'environnement. Et l'autre difficulté sur le fait qu'on a toujours positionné les émotions comme faisant partie, là on revient un peu à Descartes, comme faisant partie de notre fonctionnement irrationnel. Je suis attiré par, etc. Et que, comme on a décidé que l'irrationnel est forcément mauvais, eh ben, on essaye de le supprimer à tout prix. Là encore, c'est méconnaître la raison pour laquelle on a des émotions. Et qu'est-ce qu'on en fait dans notre développement en tant qu'humain, donc tout au long de notre vie. Si vous présentez à un singe une espèce de forme ondulante, il va avoir une réaction de panique. La raison est extrêmement simple, c'est que le singe a une peur innée du serpent, qui est un de ses ennemis. Et donc, c'est la forme ondulante, vous prenez un plastique, une forme en plastique filiforme, un faux serpent, le singe va avoir une réaction de panique pareille. Quel est l'avantage d'avoir ce type de réaction innée? L'avantage d'avoir ce type de réaction innée, c'est que dès la naissance, l'individu va avoir cette réaction spontanée de fuite face à un danger qu'il perçoit dans son environnement. Puis petit à petit, au travers de son apprentissage, il va apprendre à le maîtriser, à l'utiliser, de la même façon que nous avons des phobies. Les humains ont une phobie des araignées. Ça ne rend pas tous les humains complètement incapables face à une araignée. On est capable de les surmonter et d'en faire quelque chose. On peut parler du désir. C'est un sujet plus difficile et plus délicat. Le fait que l'on ait un désir, que l'on ait des désirs qui font partie de ce qui nous attire vers les autres, ne nous fait pas automatiquement des violeurs, par exemple. Ce que je veux dire par là, c'est que les émotions, c'est des survivances profondes de la manière de laquelle la circuiterie de notre cerveau fonctionne, et qui nous donne la possibilité, dans le développement, de les utiliser dans notre expérience, de les maîtriser, etc. Donc, je ne vois pas pourquoi on a cette attitude négative vis-à-vis de ce sujet des émotions. Maintenant, prenons le sujet de manière complètement différente. Vous arrivez face à un groupe auquel vous allez transmettre une information.
Si vous les traitez déjà, comme font souvent les professionnels de santé publique, qui viennent dire aux gens, eh ben, maintenant je vais vous apprendre comment il faut faire. Sous-entendu, je vais faire votre éducation à la santé parce que vous êtes des ignorants. Il va y avoir rejet de la part de la communauté qui va percevoir un manque d'empathie vis-à-vis du groupe auquel on essaye d'apporter quelque chose. Donc, c'est encore une fois, les émotions, c'est quelque chose qui nous permet de nous connecter au travers de l'espace. Parce que l'empathie, je me mets dans votre tête, je cherche à savoir ce que vous pensez, je cherche à vous faire plaisir ou pas, peu importe. Donc tout ça, c'est totalement lié aux émotions. Et quand je dis à mes étudiants, vous êtes des intervenants sur le terrain, vous allez expliquer aux gens comment mieux gérer l'eau, comment mieux gérer l'hygiène domestique, etc. Pensez que leur façon de faire est une façon qui a été élaborée dans des contraintes longues et souvent dans des conditions de vie difficiles. Ne vous permettez surtout pas de les critiquer. D'abord, je dirais, éthiquement, je pense que c'est pas bien, c'est pas juste, mais même sur le plan de la qualité de l'intervention ou de l'efficacité de l'intervention, c'est une erreur manifeste que de prendre les gens à rebrousse-poil. Bon, les émotions, c'est souvent dans la santé publique, ça aussi, ça entre dans d'autres sujets. En particulier apprendre aux gens à gérer les émotions, mais ça c'est pas tellement ma tasse de thé. Pour moi, les émotions, c'est simplement une façon de dire que nous avons une continuité entre le cerveau et le corps, et qu'on ne peut pas les séparer, et que notre cerveau est aussi, comment dire, le reflet d'une histoire évolutive très ancienne, où les émotions ont une place pour améliorer, encore une fois ce que je dis au début, nos choix face à une information que l'on perçoit de notre environnement, que l'on peut considérer comme qui nous questionne, tout ce qui peut nous questionner, tout ce qui peut générer en moi un besoin de dire je dois aller à gauche ou je dois aller à droite, je dois l'embrasser ou lui donner un coup de poing. Donc toutes ces choses-là, les émotions font naturellement partie. Le syndrome de Capgras, c'est quand quelqu'un a une rupture de certains faisceaux nerveux qui ne lui permettent pas d'accéder aux émotions. Donc, on le met face à un visage connu, il voit le visage connu, il reconnaît le visage connu, mais il ne ressent pas l'émotion qui est associée à ce visage. Par exemple, la femme a le syndrome de Capgras, on la met face à son mari, et elle accuse cet homme d'être un imposteur. Parce qu'elle reconnaît le visage et elle ne ressent pas les émotions. Ce qui veut dire qu'on connecte nos souvenirs, pas seulement avec, je dirais, des informations que je dirais objectives, mais aussi par les sensations ou les émotions que ça avait provoquées. Et donc ces émotions, c'est quelque chose qui est important, quand je dis pour le choix, mais c'est aussi important pour tout ce qui est du domaine comportemental.